Messieurs, dames, Tanguy Koki. Le Congo central venait de connaître l'avènement de son nouveau directoire, de son nouveau pouvoir public. Il y a eu le 27 juin 2022 dans la capitale de cette province de Fumu-Kimbangu, la ville de Matadi, l'installation du nouveau gouvernement provincial. La question, quelles sont les priorités de ces gouvernements de cohésion provinciale? Est-ce que ces gouvernements est réellement caractérisé par des indicateurs de cohésion? Parlons de son programme d'action. Un programme d'action présenté par le nouveau gouvernement de la province du Congo central, le docteur Guy Bandou, qui nous parle d'un programme de 5 axes et de 13 piliers. Nous allons nous atteler sur le fait que ces programmes, c'est beaucoup plus assis ou trouver son siège, sa force dans le secteur économique, environnement, développement durable, création d'emplois et une éducation modernisée basée sur l'innovation technologique. Le gouverneur Guy Bandou a rassuré à la population Né-Congo que, dorénavant, la province aura un leadership basé sur un management absolu et de qualité. Nous sommes chez vous, dans le Congo central, chez nous, en République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette province parce qu'elle nous intéresse tous et une priorité pour la vie nationale. Ensemble avec Maître Emery, un notable de la province du Congo central, acteur politique, analyste indépendant, il va nous éclairer utilement. Nos salutations à vous, Maître Emery. Bonjour, madame. Vous allez bien? Moi aussi, je vais très bien. Nous saluons également tous nos téléspectateurs, ceux qui suivent à présent la télévision de la République et d'une télévision officielle. Et remercions le cadre qui vient de nous accueillir, l'hôtel de la ville haute dans la capitale de la province du Congo central, parlant du chef-lieu. Maître, vous avez été à l'installation du nouveau gouvernement provincial de la province. Vous y étiez? J'y étais présent. Ça a été? Oui, c'était formidable, c'était très bien, parce que c'est vrai que j'ai y assisté à cet exercice à 3 reprises. Vraiment? Une fois c'était à Kinshasa, 2 fois ici en province. Okay. Mais j'ai eu beaucoup d'intérêt hier parce que nous avons pris un combat, nous sommes engagés dans un combat de soutenir les gouverneurs élus, le gouverneur Guy Bandou Guidi et lui et son vice-gouverneur, Grace Pilolo. Et hier, il fallait le manifester par notre présence et puis arriver là pour comprendre effectivement qu'est-ce que le gouverneur est en train de préparer pour redorer l'image de cette province, pour faire redécoller cette province, parce que il faut quand même le dire, nous avons connu un cycle de problèmes, nous avons connu un cycle, une série de crises, et donc on avait besoin d'un oiseau rare, et cet oiseau rare, et beaucoup le disent, ce n'est pas seulement moi, qu'au vu de ce qui vient d'être dit, au vu de ce que le gouverneur a défendu hier, il y a de quoi dire qu'il y a de l'espoir. Mais ce n'était que d'abord de dire, nous avons foi à son sens managérial, nous avons foi à ses qualités d'entrepreneur, parce que c'est un médecin, mais il est dans l'entrepreneuriat, il est dans la chambre du commerce industriel, il est cofondateur de la chambre de l'industrie du Congo central et en même temps premier vice-président. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, il n'est pas que médecin, il est aussi dans l'entrepreneuriat. Et nous osons croire que tous ces chapelets d'intention, toutes ces promesses qu'elle a faites au travers de son discours devant les élus provinciaux, que cela va se matérialiser. Est-ce que c'est un problème de qualité, ou bien de tous ces titres qu'il détient, ou bien c'est un problème de leadership assis? Oui, tout ça. Je pense que lorsqu'on connaît, on connaît. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et on ne vient pas prendre en fonction. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois que le gouverneur Guy Bandou, d'abord nous félicitons les députés provinciaux, ils ont voté 33, ils l'ont voté à 33. C'est une majorité écrasante et c'est la première fois dans notre province. Toutes les élections qu'on a toujours connues pour le gouvernement provincial, c'est des élections où on n'a jamais connu une majorité écrasante. Et donc, puisque c'est la plupart
des députés, la grande majorité qui l'ont voté, nous osons croire que la cohésion dont il a parlé, avant même son installation, parce qu'il faut le dire, qu'avant qu'il soit installé, le gouverneur Kibando a entrepris une tournée qu'il appelait une tournée de cohésion provinciale, nous y étions, et c'était bien. La tournée qui a fait couler de l'encre, Oui. Et personne n'a voulu rester unanime. Non, mais ça dépend. Il faut être dans la vision de quelqu'un. Tout le monde a critiqué, tout le monde a dit mais comment il peut faire cette tournée pendant qu'il n'a pas encore pris... Surtout ça. Qu'il n'a pas encore eu les pourquoi l'avoir attributs. fait, maître Emery? Non, mais moi je pense que moi je suis juriste, je suis avocat, je dois vous parler en tant que technicien. Pour que l'on soit gouverneur, il faut avoir été élu. Il a été depuis le 9. Il y a eu des contestations au niveau de la cour d'appel. Il a eu gain de cause. Il y a eu un appel. Ils sont allés en appel au Conseil d'État. Il a eu gain de cause. Et le chef de l'État l'a investi par une ordonnance présidentielle. Et après cette investiture par l'ordonnance, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, l'a notifié par un arrêté interministériel, un arrêté ministériel, excusez-moi, qui le nommait ou qui le reconnaissait comme gouverneur du Congo central. Donc juridiquement, il était déjà gouverneur. Mais par rapport à la forme, par rapport au droit administratif et les autres pratiques, il fallait qu'il vienne maintenant au Congo central, les chefs-lieux de la province, pour récupérer ce qu'on appelle les attributs du pouvoir. Vous avez vu la cérémonie devant l'hôtel du gouvernement. On lui a remis les drapeaux, on lui a remis les clés des bureaux. C'est ce qu'on appelle les attributs du pouvoir. Mais on ne peut pas dire que parce que ce n'était pas encore fait qu'il n'était pas gouverneur. Il était gouverneur élu, mais n'était pas encore investi. Donc c'est cette nuance que les gens doivent arriver à faire. Et avant d'atteindre le chef-lieu de la province, il a fallu commencer par se présenter à sa population. Mais c'était un message. Pour lui, une évidence. Oui, c'était un message qu'il a voulu passer parce que le gouverneur Kibando a eu tout son temps, il a étudié comme ça. C'était quoi le message? C'est l'unité, c'est la cohésion. Parce qu'on ne peut pas développer une communauté, on ne peut pas développer une société si on ne parle pas le même langage, si on ne voit pas dans la même direction. Même si vous avez des milliers, vous avez un budget colossal, mais si tous ne voient pas dans cette direction qu'on appelle le développement, rien ne peut se faire. Et nous avons compris ça. Le gouverneur Kibando a commencé par Kazangulu et jusqu'à Mwanda. Partout où il est passé, il a passé le message de l'unité. Et il a dormi chez lui. Il a dormi à Kimpese, c'est-à-dire à Songololo. C'était aussi un message qu'il ne faut pas négliger parce que vous savez que quelques temps après, il y a des discours qui ont prévalu, des discours qu'on aurait à la tête de la province du Congo central, les sujets rwandais et tout. Je pense pas qu'il n'est pas des Congo. Non, mais c'est un Congo, il est de Funda Solé, nous sommes dans le territoire de Luima, secteur de Luima, territoire de Songololo, nous sommes là à Kimpese, non loin de Kimpese. Il est de Songololo, il est de Congo central, et son village, nous y avons été. Moi qui vous parle, j'étais dans son village, nous sommes arrivés même à interviewer un de ses oncles. Donc, c'est un faux débat. La famille est retracée, on peut dire. On a retracé sa famille. Il y a une Tata Moissi, Tata Nkento. Toutes ces personnes. Il y a tout ça. Vous n'avez pas remarqué que ces débats, on n'en parle plus. Parce que les gens ont vu, les gens ont réellement constaté qu'il est... Et les lieux qui nous reçoivent ici... Mais le Matadien réclame qu'il ne parle pas le Ndinga. Non, il le parle. Il a étudié à Kisantu. Il a fait 13 ans à Kisantu pour devenir médecin. Il a étudié à Kisantu, il était dans le Congo central. Il parle Kintandu. Kintandu, ce n'est pas un dialecte du Congo central. Les dialectes de Kindib, nous étions au pont Maréchal pour ceux qui étaient là pendant la campagne. Le gouverneur a lancé un message à Ndibou. On dit que c'est juste de manière superficielle. Non, de communiquer clairement avec sa population. Il a du mal à s'exprimer comme il se doit. C'est un faux débat. Le gouverneur prône la cohésion provinciale. Le Congo central n'est pas seulement habité par le Bas-Congo. Je l'ai dit et je le redis encore sur votre antenne, devant votre micro, devant votre caméra. Le Congo central, il y a toutes les tribus ici. Pourquoi vous voulez obliger au gouverneur de parler que dialecte, que Congo, je ne sais pas quoi, pendant qu'ici il y a nos frères Kassaïens, nos frères de Kivusiens, nos frères de l'Équateur, nos frères Katangais, ainsi de suite. Pourquoi? Vous voulez que le gouverneur s'adresse seulement à cette population qui va
c'est mal la population du Congo qui va l'écouter. Non, pendant qu'il parle de l'unité. Non, moi je crois que c'était stratégique. Le gouverneur a choisi de parler lingala parce que au moins le lingala peut être écouté par tout le monde. Mais je vous promets que la prochaine fois quand il va entamer sa tournée, ce qu'on appelle l'itinérance, la tournée d'itinérance pour visiter les 10 territoires, les 366 regroupements qui recoupent notre province et les 55 secteurs. 366 regroupements. Dans le 55 secteurs, 10 territoires. Ça, c'est la cartographie de la province du Congo central. Je sais qu'il ne saura pas visiter tout ça, mais je sais que dans son programme, dans ses priorités, il va certainement choisir le premier coin à visiter. Et je sais que quand il se rendra à Boma prochainement, ou à Tchela, ou à Lubula, il parlait la langue guerrière. Quand il sera à Songolo, le chez nous, il saura parler en Kiyombe. Mais il va le faire, c'est un intellectuel. J'imagine le cours de langue. Hein? Il va le faire. J'imagine le maître de langue à présent. Rassurez-vous, mesdames et messieurs du Congo central et d'ailleurs, monsieur le gouverneur Guibandou et du Congo central, ces débats, nous l'avons clos. Et ces débats autour de la langue, est-ce qu'il parle pas le Kikongo? Non, il le fera et il le fait déjà. C'était un problème de stratégie politique. Il a voulu le faire pour que son message passe. Puisqu'il s'agissait d'une cohésion provinciale, il devait donc parler et pour que tout le monde l'écoute. Et ça a été fait. Donc je crois que ces débats n'ont plus de place. Nous acceptons ensemble. Aussi, il y a quelque chose que les gens ont soulevé. Pourquoi on n'a pas chanté l'hymne national, partout il est passé pendant la cohésion provinciale. Là encore, en droit, nous avons la réponse. Il venait pour avoir les attributs du pouvoir. Parmi les attributs du pouvoir, vous avez vu, on lui a remis les drapeaux. Ça dit que juridiquement, il devait récupérer le pouvoir, il l'est installé officiellement pour que finalement, maintenant, tout ce qu'il doit commencer à faire soit officiel. Donc, dès ces jours-là, tout ce qu'il fait, vous avez vu hier au niveau de l'Assemblée, on a commencé par l'hymne national. Donc c'est un faux débat, ce n'était pas une erreur de protocole ou une erreur technique comme les gens l'ont dit, ce sont des us et coutumes comme on dit. Ensemble avec vous, Maître Emery, vous allez accepter qu'on clôt également, comme ça, que nous closons, non, que nous enterrons ce débat autour de sa nationalité. Tous devront retenir que le docteur Guibandou, l'actuel gouverneur de la province du Congo central, est bel et bien fils de la République démocratique du Congo, précisément de son territoire de Songololo. De 10 territoires de la province du Congo central. Maître Emery, il y a eu installation de son nouveau gouvernement provincial. Exactement. Un gouvernement pléthorique. Non, comme certains l'appellent. Non, mais franchement. Comme certains l'appellent. Mais qu'est-ce qui caractérise un peu ces pléthores? Non, ce n'est pas un pléthore, madame. Il faut situer chaque événement dans un temps et dans un contexte. Lorsque l'on veut connaître ou l'on veut se donner des explications sur un phénomène, il faut les situer dans le temps et dans l'espace. Monsieur Guibandou, oui, je veux le faire. Monsieur Guibandou est le premier gouverneur élu et qui est en accord dès le départ avec la famille présidentielle, les partis politiques présidents ou la majorité présidentielle, excusez-moi. Chose que les Congos ne veulent pas avaler. Non, mais ce n'est pas un problème d'avaler. L'élection de monsieur le gouverneur Mbati Bacha, Simon Floribert. Monsieur Simon Floribert, élu, mais n'était pas en accord avec la famille présidentielle ou la majorité présidentielle. Non, excusez-moi, c'est le premier gouverneur qui était en harmonie avec la majorité présidentielle. Mais les gouverneurs qui suivaient, le gouverneur Jacques Mbadou. Jacques Mbadou est élu, mais il n'était pas porté par la majorité présidentielle. Vous allez vous souvenir, il y avait le FCC à l'époque, et lui s'est fait élire comme indépendant. Et la majorité présidentielle avait son candidat à la personne de M. Deonkoussou Konzibikawa. Je crois que l'histoire, tout le monde nous la connaissons. Qu'est-ce qui a suivi comme conséquence avec le gouverneur le gouverneur Jacques Mbadou? La conséquence était que le gouverneur n'était pas porté. Toutes les actions qu'il initiait, bonnes ou entreprenantes qu'elles pouvaient être, n'étaient pas accompagnées par la famille présidentielle ou par le parti politique présidentiel, et c'était déjà une entorse. Nous quittons le gouverneur Jacques Mbadou qui est décédé, nous arrivons au mandat du gouverneur Atoumatoubouala Kourouki. Vous allez vous souvenir, madame,
que M. Atouma Toubouana s'est écarté de sa famille politique qui était le PPRD pour se faire élire dans un contexte ou dans une approche ou dans non. Il s'est fait élire sous l'angle indépendant. Okay. Il y avait un autre candidat du FCC qui était la personne de M. Floribert Batchabat et M. Simon Floribert Bati. Et donc, quand le FCC, qui était la famille de la majorité présidentielle avec le FCC, l'a vu, vous avez vu que beaucoup d'actions que le gouverneur Atou a initiées, ces actions n'étaient pas portées par la majorité. Et la conséquence, vous avez vu que ça n'a plus marché. Mais le gouverneur Gubandou, c'est le gouverneur de l'Union sacrée. Quand on parle de l'Union sacrée, on voit l'UDPS, on voit l'AFDC, on voit le MLC, on voit Ensemble de Moïse Katumbi, on voit l'UNC de Vital Kamerhe, son parti qu'il a fait élire. Donc, il a déjà la bénédiction de toutes ces grandes forces. Et ça lui permet de commencer un travail avec l'apport de tout le monde. Et pour répondre à votre question, le pléthore dont les gens parlent peut se justifier dans le fait que toutes ces familles, tous ces sous-ensembles dont je viens de parler, tous ces partis qui constituent l'Union sacrée, doivent se représenter. C'est la politique. Ça se passe toujours comme ça. Quand vous allez en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Vous obtenez la majorité au pouvoir et cette majorité va diriger au niveau du gouvernement. Moi, je pensais que le pléthore du gouvernement provincial était comment dirais-je, le reflet de besoins de la province, alors que ce n'est rien d'autre que le vouloir politique. C'est un danger pour la province dans ce cas. Non, ce n'est pas un danger. La politique a toujours impacté tous les secteurs de la société. Tous les secteurs que vous le voulez ou pas. Donc, il n'est pas d'abord pour qu'il soit élu gouverneur, mais ce sont ces députés qui l'ont voulu, qui l'ont voté, excusez-moi. Ces députés appartiennent à des familles politiques qu'on appelle les partis politiques. Et comment voulez-vous que ces partis ne contribuent pas ou ne participent pas dans la gestion de ces pouvoirs? Donc, c'est un faux débat. Moi, je pense que c'est une innovation. La Constitution, à son article 198, et le règlement intérieur de l'Assemblée, je crois, son article 22, stipule que le gouvernement provincial est formé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et de 10 ministres. Mais il y a des contraintes politiques qui font qu'on ne sait pas seulement se limiter à 10 ministres. Et là, nous avons les commissaires. C'est comme ça que vous avez vu, on a créé les commissaires généraux. À 10. Peu importe les nombres, Et puis les deux autres sont des secrétaires généraux. Donc nous avons un gouvernement provincial de 22 membres. Peu importe le 22 membres, et je pense que nous aurons des résultats qui ne vont pas traîner parce que nous avons vu la qualité des membres, nous avons vu aussi la valorisation de la jeunesse. Ça, vraiment, disons merci à son excellence, monsieur le gouverneur, que le jeune, que le frère qui vient ou le frère seul qui viennent de bénéficier de la confiance de monsieur le gouverneur, vraiment défendez-nous valablement, retroussez vos manches. Maintenant, c'est l'heure du travail. Il ne faudrait plus se lamenter. Tous les secteurs, vous nous avez rappelé que le discours du gouverneur a été résumé autour de 5 axes et 13 piliers. C'est ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas? Nous allons y arriver, maître. Voilà. Nous allons y arriver. Donc, que ces ministres se mettent au travail. La priorité de ces gouvernements de cohésion provinciale, maître Emery. Déjà, votre gouvernement commence par comment dirais-je, de tractations. On dirait que vous avez minimisé le portefeuille de l'éducation et celui de la santé. Malentendu, moi personnellement, en suivant le dire et les discours du gouverneur, je n'ai pas senti l'omission. Mais pourquoi le peuple Nékongo et les acteurs politiques Nékongo pensent qu'il y a omission de ces deux portefeuilles? Bon, je pense qu'il faut corriger ça dans la tête des gens. Les gouverneurs ne peuvent pas ignorer l'apport du secteur de l'éducation dans la province ou dans l'action qu'il entend entreprendre. Et je l'ai dit, je crois, sur les réseaux sociaux, que c'était une erreur, l'erreur matérielle. Ça peut arriver. Je confirme bel et bien que le ministère ou le secteur de l'éducation est confié au ministre de genre, enfant, famille et éducation. Apparemment, c'est la petite fille
du premier président de la République démocratique du Congo? Je ne sais pas, moi je sais qu'elle s'appelle Madame Carole. Donc, mais moi je vous informe que c'est Madame Carole Kiataza. Je ne sais pas. Je vous informe. Merci. La petite fille Kassavubu, voilà. La petite fille au premier président de la République démocratique du Congo, c'est elle qui porte ce portefeuille. Si tel est le cas, alors si c'est vraiment sa petite fille, je suis content. Et là, je pense que c'est ça aussi la cohésion. Pour la première fois. Parce qu'à Bako, c'est vrai, à Bako aujourd'hui est en conflit avec plusieurs partis politiques plus tous ensemble. Mais aujourd'hui, le premier président, qui est le héros Kassavubu Joseph, quand le gouverneur va puiser dans la famille de Kassavubu, je crois que c'est un secrétaire général du parti Bundudia Congo, Bundudia Mayala, excusez-moi, du patriarche Némanda Ntsemi. Parce que nous avons vu après l'élection, les gouverneurs sont allés voir Némanda Ntsemi, qui est un patriarche, qui est un grand leader de notre province. Et j'apprends également que dans le gouvernement provincial, il y a d'un fils de l'église qui manisse, on l'a vu aussi les Tankamba. Donc vous voyez, toutes ces stratégies politiques, toutes ces stratégies sociopolitiques permettent de parler réellement de la cohésion provinciale. Je sais, il y a des petites... il y a des petits bruits, il y en a qui se sentent... C'est des bruits, maître, ce sont réellement des tractations. Non, ça va aller. Des mécontents. Non, on ne sait pas, le gouverneur ne sera pas satisfait de tout le monde, ça c'est impossible. Sinon alors, on aura un gouvernement de 10 ministres avec 25 commissaires généraux, et ça sera encore un sujet à polémique. Je pense que ça, ce n'est qu'une première mouture, le premier gouvernement. Il y aura certainement les Guibalou 2, où il y a beaucoup d'autres secteurs, et je crois qu'on pourra en parler. Il y a des secteurs incitateurs de développement, les secteurs incitateurs qui incitent ou qui boostent l'économie. Il y a beaucoup de structures qui vont être créées, et ces structures vont être confiées à des personnes. Donc que ceux et celles qui n'ont pas été casés quelque part, je pense qu'il y a lieu de prendre le mal en patience, et le gouverneur sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas possible de nommer tout le monde ministre, c'est pas possible. Il y a des secteurs qui sont encore, qui vont encore être pris en compte, et je pense que pour ceux ou celles qui se sentent être oubliés, le gouverneur pourra prendre soin d'eux ou d'elles dans la prochaine structure qui vont voir les jours dans les jours qui viennent, excusez-moi, de la tautologie. Il a centré son programme et il a promis un leadership autour d'un management absolu. Maître, croyez-vous que son expertise sera réellement au profit de la province pour parler d'un management absolu et d'un leadership assis? Oui, nous croyons parce que pour ceux qui ont peut-être prêté attention, qui ont suivi en intégralité son programme, je crois qu'il y en a qui pourront dire, mais c'est toujours des beaux discours qu'on a toujours entendus. C'est l'habitude, mais nous connaissons aussi l'homme. Je pense que pour ceux qui le connaissent, monsieur le gouverneur Guibandou, excusez-moi de toujours peut-être un peu trop la censer, mais en fait c'est ce qu'il est. Ce serait de l'apologie dans ces cas. Non, je ne fais pas son apologie, je suis un scientifique, je dis les choses objectivement. C'est quelqu'un qui a déjà convaincu, il a fait 17 ans aux Nations Unies, peut-être ça c'est les gens ne le savent pas. Il a fait 17 ans aux Nations Unies comme médecin officier. Il est membre du conseil d'administration de l'UQA, Université Congo, peut-être ça aussi, ils ne le savent pas. Et il est vice-président de la Chambre industrielle de commerce du Congo central. Peut-être ça aussi, les gens le savent. On dit que c'est sa parvenue de la classe politique. Non, c'est faux. Il est moins connu. On ne sait pas d'où est-ce qu'il a fait sa politique. Du coup, il nous est parachuté. Non, mais je viens de vous citer quelques activités, pas le moindre, non le moindre comme on dit. Il est dans les comités, dans les conseils d'administration de l'Université Congo. L'Université Congo se trouve au Congo central, non? Il y a des succursales partout. Il est vice-président et cofondateur de la Chambre industrielle de commerce du Congo central. La Chambre de conseil industriel, c'est pas Congo central. Il a étudié à l'UQA, Kisantu, il a fait 13 ans là-bas. C'est pas Congo central. Son père est du village Solé, sa mère est du secteur de Kimpese, sa mère du secteur de Kimpese, son père du secteur de Louima. C'est pas Congo central. Donc c'est avec ces spéculations. Non, on parle de son leadership, maître. Oui, le leadership, c'est ce que je voulais dire. Nous connaissons l'homme. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est déjà dans le business. C'est quelqu'un déjà qui est dans l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui voit déjà grand. Et je crois que le premier signal qu'il est en train de donner,
sont encourageants. Moi, je pense que nous devons simplement l'encourager, l'accompagner. Et je vous remercie parce que cette émission que vous avez accepté de faire, c'est un accompagnement pour le gouverneur. Ce que vous êtes en train de dire, c'est tout ce qui va être débattu ici. Je me rends compte que c'est votre apport que vous apportez parce que moi, je suis seulement invité pour intervenir. Mais c'est votre mission. Vous avez quitté Kinshasa pour venir investir au Congo central, investir pour réveiller les consciences des gens. Je ne voudrais pas faire votre apologie, madame, mais je crois qu'il faut vous féliciter, il faut vous jeter des fleurs et nous voulons que les autres... En réalité, maître, nous sommes venus parce que nous aurons appris que le gouverneur Guy Bandou a centré sa politique de gestion publique autour de piliers du développement durable. C'est un atout pour l'épanouissement de la province du Congo central. Si réellement le gouverneur a besoin de faire émerger cette province, nous pensons que nous sommes très disposés pour accompagner cette vision par le peu de moyens que nous détenons. Nous sommes dans le développement durable et transition écologique, alors on s'était dit, puisque lui, il a axé sa gestion publique sur le développement durable, nous sommes là, à sa disposition. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous allons vraiment y arriver. Il a parlé de développement durable. Et d'ailleurs, je dirais que le 5 axes et les 13 piliers, pour moi, c'est un ensemble de développement durable. Parce qu'en lisant sa politique économique et financière, c'est géré de manière durable pour assurer l'avenir de la République. Maître, parlons de manière concrète la politique économique du gouverneur Guy Bandou, selon sa vision. Et surtout que nous connaissons qu'il n'a pas assez de temps, quoique la province a des sources de recettes fiables, mais aussi a beaucoup de difficultés. Vous avez raison, madame, vous avez raison, mais je crois que il est de l'UNT, mais il est dans une structure qu'on appelle « il est temps ». Il l'a dit, il est temps de faire les choses autrement. Il est également temps de revoir la façon de gérer la province. Il est temps de revoir la façon de gérer les finances publiques. Et moi, lorsque je l'entends parler, lorsque je le lis, lorsque je lis son programme depuis la campagne électorale, je crois que c'est quelqu'un qui m'avait déjà impressionné. C'est possible qu'il réussisse. C'est possible parce que, vous savez, les gens, quand on parle du Congo central, ne voient que la rétrocession. Ah non, on n'en voit pas 40%, on n'en voit pas ceci, on ne sait pas faire ceci. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Comment? Le gouverneur Guy Bandou doit exploiter les secteurs qui ont toujours été oubliés. Il y a les secteurs touristiques, il en a parlé hier. Les secteurs miniers a toujours été abandonné. Surtout le secteur minier, la problématique de la province. On croit que le Congo central n'a pas assez de minéraux. Le Congo central a un problème de ressources premières. On s'est dit que le Congo central n'a que le fleuve Congo. Là que la forêt de Mayombe. Non, mais ce que vous citez là, les eaux que nous avons ici de fleuve Congo, la forêt de Mayombe. Mais il n'y a pas que ça, il y a la pierre calcaire, il y a les minéraux qui se trouvent dans tout le territoire pratiquement. Et pour ne parler que de son territoire de Songololo, mais c'est plein de minéraux. Il y a 3 cimenteries là-bas. Ces cimenteries sont là-bas pourquoi? Parce qu'il y a une pierre calcaire qu'on trouve dans la montagne Bango. Cette pierre va de Bango, c'est-à-dire du côté de Lukala, la frontière entre Mbanzangou et Songololo, et cette pierre vient jusque vers Songololo. C'est comme ça que vous voyez toutes ces cimenteries s'entasser là-bas. Et on veut encore en construire d'autres. Mais la difficulté, c'est celle de savoir qu'est-ce que la communauté locale tire comme dividende de toutes ces richesses. Donc c'est à nous maintenant, avec sa nouvelle façon, avec son nouveau management, de faire profiter la province, de faire profiter la propriété locale de toutes ces richesses. Et c'est possible. Les sites touristiques, vous savez que la première capitale vive est non loin de chez nous ici. Ah là, vous parlez de mon documentaire déjà. Voilà, merci. Voilà, donc, vous savez que la grande forêt de Mayombe est non loin de chez nous ici. Ouais. La chute Inga, là où on a construit le barrage d'Inga, c'est à quelques minutes d'ici. Il y en a qui ne suivent ça que par documentaire. Parlons de Vivi. En parlant de Vivi, je pense qu'il est temps. J'ai suivi une fois les photos que le ministre national du Tourisme avait publiées sur une visite qu'il avait effectuée là-bas. J'ose croire et je lui fais confiance qu'on va rénover ce secteur parce qu'il est anormal que les étrangers puissent
admirer les secteurs touristiques de notre pays et que nous-mêmes, le Congo, nous-mêmes les Congolais, qu'on ne bénéficie pas de ça, ou que ces secteurs ne contribuent pas, n'est-ce pas, à l'assiette fiscale du pays. C'est un non-sens. Même Dieu qui nous a donné toutes ces merveilles sera mécontent de nous. Avez-vous déjà amené vos enfants rencontrer, visiter, faire connaissance, entrer en contact avec Vivi? Personnellement, non. Mais justement, c'est ça c'est un monde de culture. C'est un monde de culture. Tous les sites aussi que nous avons l'habitude de visiter, le pont Maréchal, c'est Inga, c'est le Baobab de Salé à Boma, ou encore le Picambien ici derrière. Vous connaissez les grottes de Manzamou? Je connais, je l'ai fréquenté plus d'une fois. Et vos enfants? Non, les enfants pas encore, mais je compte y aller avec les enfants. Vous avez déjà imaginé la qualité de ressources qui s'y trouvent? Mais justement, il faut réguler ces secteurs. Il y a toute une loi qui réglemente le secteur du tourisme. Mais pourquoi on ne veut pas mettre ça en pratique? Il y a une loi qui réglemente le secteur minier, une nouvelle loi qu'on a publiée. J'ai parlé avec un ami Enoch que je salue d'ailleurs en passant, je sais qu'il pourra dire quelque chose en passant. Enoch Kiamvou, c'est un expert dans le secteur de mine et de carrière. Il m'a dit des choses qui m'ont émerveillé. Comme par exemple? Il me disait par exemple que, maître, tu sais que le secteur de mine, les gens ont toujours tendance à penser que c'est des minéraux, les diamants, l'or et consorts. Mais il me dit que même comment ça s'appelle? La pierre, la pierre là qui est utilisée partout, même pour construire, pour faire les moellons, pour faire la caillasse, mais c'est un investissement. Je dis, mais comment? Je dis, mais si tu sais combien de gens sont employés dans ce secteur, combien de gens sont inutilement là, mais ils ne bénéficient de rien. Mais qu'est-ce que l'État gagne de tout ça? Chaque jour, vous voyez de bennes et de bennes qui sont exportés pour servir de construction. Mais maître, ça sera vraiment une question. Heureusement que le gouverneur en a parlé. Je suis là, il a parlé de l'organisation de l'artisanat dans l'exploitation, dans le secteur de mines. Mais pendant tout ce temps, pourquoi la province n'a jamais pensé à créer des coopératives autour du secteur de mines et carrières? Non, moi je pense qu'il faut prochainement faire une petite émission avec mon ami Enoch Kiamvou que tu connais bien. Nous l'avons déjà réussi apparemment. Ah non. En tout cas, il m'a dit qu'il est vraiment régulier, il est un habitué de votre émission, de votre chaîne. Je souhaiterais que vous lui tendez les micros parce que... Non, mais vous, en tant qu'expert... Non, moi, je souhaite finalement que le gouverneur mette en place une vraie politique minière. Cette politique doit encourager le nouveau système de réguler ce secteur minier. C'est-à-dire, il faut que l'on développe le secteur pour que ceux qui font ça de manière artisanale soient encadrés. Puisqu'il y a une loi qui encadre ça, une loi qui régule ça. Et aussi, les étrangers qui viennent investir dans ce secteur, ils doivent réellement travailler pour contribuer, n'est-ce pas, aux recettes publiques. Mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. Nous savons que dans les territoires de Mwanda, vous savez, là, il y a le pétrole. Vous allez à Tchela, il y a les diamants, il y a les cobaltes, on n'a pas qu'il y a l'uranium. Vous venez ici à Songololo, il y a tout. Mais Songololo n'a pas de courant, Songololo n'a pas d'eau, Songololo n'a pas de bonnes écoles, Songololo n'a pas d'hôpitaux, mais c'est un non-sens, c'est une injure. C'est inacceptable. Le gouverneur qui est de Songololo, nous ne cesserons de le dire. Vraiment, monsieur le gouverneur, excellence monsieur le gouverneur, vous devez vous mettre sur ces dossiers. Nous allons vous accompagner. De telles émissions ou de tels magazines qui sont en train de promouvoir ces secteurs qui sont oubliés. Je crois que nous allons toujours revenir vers eux pour que vous ayez la bonne information, que vous ayez ce que les gens oublient et que vous puissiez accorder les bénéfices d'urgence et les bénéfices d'attention parce qu'il est temps de révaloriser le secteur du tourisme. Il est temps de révaloriser le secteur de mines, et le secteur de mines n'est pas seulement les diamants, nous avons dit que même les calcaires, même la pierre là qui est transportée chaque jour, toutes ces bennes. Et qui est exploitée de manière destructive. Destructive, mais... Ça détruit l'environnement, vous exactement, savez. mais maintenant les Chinois qui sont très avancés dans cette exploitation, quelle taxe paient-ils? Et où paient-ils ces taxes? Ou même nos frères et sœurs qui sont maintenant, si vous allez au pont Maréchal, on transporte les sables, quand vous allez au pont, on transporte la caillasse, mais c'est tous les jours. Mais ces pierres qu'on est en train de casser jour et nuit, ces pierres ne se terminent pas. Ça, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Mais qu'est-ce que cet investissement apporte dans la société? Quelles taxes y payent ces gens? Il faut réguler ça, monsieur le gouverneur. Je pense que c'est des millions et des millions qui sont
dilapidés comme ça ou qui sont abandonnés pour ça dans la nature. Et je crois qu'il y a des experts qui sont en train de faire des recherches sur ces secteurs. Je crois qu'il est temps de le mettre à profit. Il est temps de les écouter pour que nous ayons plus en plus sur moi. Je ne suis pas spécialiste dans ces domaines. Vous êtes d'accord avec le gouverneur sur l'édit dans le secteur minier? Oui, si nous attendions ça. On a eu beaucoup de promesses dans ce sens avec ses prédécesseurs, mais on n'a pas senti cette volonté politique. Je pense avec lui que cette promesse va se réaliser. Et s'il ne la réalise pas, nous viendrons faire du bruit. Nous ferons le bruit pour qu'il le fasse. Parce que si cela s'est fait, nous allons arriver à booster notre économie. Nous allons arriver à faire des infrastructures une priorité. Parce que construire les routes, c'est bon, mais où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Il ne faut pas d'abord compter sur les apports externes. Mais comment on central à tout? Mais justement, et là, on dit que ça, la volonté politique. Vous dans le Congo central, voilà. Vous avez des sites par-ci par-là. Vous avez la chute de Vampa, vous avez la chute de Lououa. Ah voilà, un autre site. Vous avez des sites. Aussi. Oui, Vampa, Lououa. D'ailleurs, Lououa, on dit une hauteur de plus de 18 mètres. Lououa, dans le Madimba. Vous avez la chute au niveau de Mbanzaboma. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que vous manquez de l'électricité? Je rappelle la volonté politique. Rien d'autre. Ce ne sont pas les intelligences qui nous manquent. Vous allez dire que tous ces gouverneurs qui sont passés ici n'étaient pas intelligents. Mais justement, je vous dis qu'un secteur comme la pierre, la pierre, Matadi signifie pierre, vous le savez. La ville de Matadi, c'est la pierre, non? Mais ce concept est banalisé. Mais justement, donc, je crois que le gouverneur a du travail et qu'il n'aille pas chercher l'argent ailleurs. C'est vrai, il peut le chercher ailleurs, mais autour de lui, il y a de l'argent. Partout ailleurs, autour de la ville de Matadi, tout autour de nous, on exploite la pierre tous les jours. Mais qu'est-ce que l'État gagne dans cette exploitation? Qu'est-ce que l'État tire comme bénéfice? Zéro. J'apprends de mes recherches qu'ils payent, je sais pas, une petite taxe de 200 ou je sais pas combien de francs, c'est des gens qui viennent avec des jetons, mais où ils vont avec cet argent qu'ils récoltent? Je crois qu'il y a des banques aujourd'hui à la bancarisation, une taxe ne doit pas se percevoir à main. Il y a des banques qui existent, il faut délivrer le nom de perception et cet argent doit être canalisé à la banque pour que ça serve au développement de la province. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre entretien avec Maître Emery, analyste politique indépendant, notable de la province du Congo central. Maître Emery, il nous reste un secteur sensible, l'agriculture. Le Congo central, de son économie, dépend essentiellement de l'agriculture. Bien que nous savons que le port joue un rôle également prépondérant, mais d'abord, les populations du Congo dépendent de leur agriculture. Mais ce que vous dites Kinshasa, c'est que l'élevage n'est pas considéré dans le Congo central, l'agriculture est à faible proportion, à faible quantité. Pourquoi vous n'exploitez pas correctement votre richesse? Je rappelle à Matana que je développe brièvement cette question, c'est le manque de la volonté politique et c'est le manque, l'absence d'une vision managériale, d'une vision entrepreneuriale, parce que c'est le socle, c'est le nœud du problème. Lorsqu'on a une vision pour la province, lorsqu'on a une vision pour sa société, on rêve grand. Et lorsqu'on voit monsieur le gouverneur qui est arrivé avec une vision extraordinaire, une vision qui surprend, une vision qui suscite, je pense que faisons-lui confiance. Je pense qu'il est temps, comme il lui-même le dit, que l'on fasse de l'agriculture une priorité. Ceux qui viennent faire de l'agriculture viennent d'ailleurs. Quand vous allez vers Boma, tous ceux qui ont acheté de terres ou des espaces, la plupart ne sont pas de la province. Ils sont d'ailleurs. Mais ceux qui sont natifs de Matadi, ceux qui sont natifs du Congo central, ils ne veulent pas entendre parler de l'agriculture. Mais pourquoi, maître? Nous vivons ce qu'on appelle l'exode rural. Aujourd'hui, tout le monde quitte le village pour venir vers les centres-villes. Et vous voyez comment aujourd'hui nos cités sont surpeuplées parce que les gens ne veulent pas habiter le village. Entre-temps, vous avez horreur de la politique de terres arabes et de terres fertiles, de terres adaptées à toute culture.
Même ici à Matadi, vous voyez derrière nous, vous voyez des belles fleurs qui poussent. C'est sous le pierre. Donc vous pouvez aussi planter un peu de légumes, vous pouvez planter un peu de haricots, et ça va pousser. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais la province meurt de faim, les gens vivent de chinchards, nous avons le fleuve, nous avons l'océan, mais les gens mangent du poulet peut-être mal élevé, ou c'est pas des poulets avec formol. Et voilà comment des maladies sont entraînées. Moi, je pense qu'il est temps de révaloriser excusez-moi, le secteur de l'agriculture. Nous avons des ministres de l'agriculture qui sont nommés. Maintenant, je sais que c'est les patriarches, comment il s'appelle, le nom est parti. Dimelo, merci bien, merci. C'est le patriarche Dimelo qui est, mais c'est un expert, c'est quand même un chevronné. Qu'on ait de répondants, qu'on sente quelque chose. Ce n'est pas les ministres qui vont rester dans des bureaux climatisés et sur le terrain, on ne voit rien. Monsieur le gouverneur, nous voulons sentir sur le terrain qu'on a un ministre de l'Agriculture. La pêche, les Chinois sont en train de pêcher. Et ils viennent nous revendre ces mêmes poissons chers. Mais c'est révoltant, mes frères. Dans nos fleuves, dans notre mer, ils nous le vendent cher. Et nous achetons le poisson qui vient de la Namibie. Nous achetons le riz qui vient du Pakistan. Un pays pauvre comme le Pakistan. Un pays pauvre qui ne peut pas s'égaler à nous. Mais nous... Et les gens... le riz de l'Ouazi. Mais on produit... Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Mais c'est presque abandonné. Mais le bon riz qu'on produit là-bas, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je pense qu'il est temps. Monsieur le gouverneur, nos espoirs sont sur vous. Monsieur le gouverneur, nos espoirs sont sur l'équipe que vous venez de nous communiquer hier. Nos espoirs sont sur tous ces collaborateurs que vous nous avez indiqués hier. Il est temps. Nous avons une seule régie provinciale. Cette régie provinciale doit être restructurée parce qu'on nous voit du tout et du tout. De n'importe quoi. C'est un secteur qu'il faut revaloriser. Il faut vraiment restructurer cette régie pour que les recettes soient bien encadrées. Si nous avons de recettes locales, si l'apport local est important, je pense que vous n'aurez pas besoin d'attendre les Chinois, d'attendre la Banque mondiale, la Banque africaine de développement pour venir vous donner les moyens. Les moyens, nous allons les trouver ici. Écoutez seulement les experts, ceux qui sont des experts dans les domaines de mines, les domaines de carrière, ainsi de suite. Faites-les venir vers vous, mettez votre ministre de mines, de l'agriculture, en contact avec des structures appropriées pour qu'il y ait des résultats. Nous ne quitterons pas ces plateaux sans que vous répondiez à cette question. Le gouverneur, le docteur Guy Bandou, restera-t-il ouvert aux investisseurs, aux entrepreneurs? Oui, je suis très sûr parce qu'il a nommé toute une équipe. D'ailleurs, cette équipe est pilotée par mon ami et frère camarade Yves Vangou, que je salue d'ailleurs en passant. Je crois qu'il a tout un bureau d'études à coordonner. Et je crois que le travail que ce bureau d'études va faire, c'est ça. On doit arriver à recenser toutes ces personnes qui ont de la matière grise, toutes ces personnes qui veulent effectivement accompagner le gouverneur avec le rapport. Ce que vous venez faire, c'est un apport que vous apportez. Et ça, on doit toujours le signaler, madame. Et il a également l'apport de son épouse. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je pense que vous avez vraiment intérêt à accompagner aussi son épouse parce que souvent, dans des provinces, on ne parle que de gouverneur. Et les premières dames de province sont très souvent effacées. Vous, maintenant, en tant que femme, je pense que lancer un message que madame le gouverneur... Non, nous savons que c'est la maman qui dirige la maison de toute manière. Elle dirige la province. Non, quand le docteur, c'est aussi un médecin. Okay. Je crois que vous, les femmes, vraiment, vous devez l'accompagner et aider-la parce qu'elle est la première conseillère du gouverneur. Si toutes ces informations, peut-être que le collaborateur n'arrive pas à filtrer au chef, si vous, dans vos réseaux de femmes, vous pouvez arriver à accompagner la première dame de la province, madame le gouverneur, je crois que ça peut aider aussi que l'information part. Et je profite pour terminer à lancer un message à Kikongo parce que madame pense que... Vous êtes déjà à la fin, hein? Nous avons épousé nos minutes. Non, je ne pense pas, mais je voudrais parler pour le dernier minute, parler à Kikongo. Le gouverneur ne parle pas Kikongo, vous quand même, bon. Vous avez votre... Non, il parle à Kikongo, il parle. je vais le prouver tout de suite là. Voilà, nous vous l'accordons. Voilà, batata bamama bana matadi bana ya Congo central, bana matadi ya kele kaka ve bayina ke ba Congo mais Congo central peut-être tubilaka bayina pe ba mekusaka awa ba ke vandaka awa ba ke salaka awa pe ba me bakaka province ya Congo central comme seconde terre na ba terre ba
Vraiment, pour remercier Madame Aïlou pour cette initiative. Il y a poussé, qui salue Monsieur le gouverneur Guiban, qui a sala, il y a pesa apport angé, peut-être que tourner la gamme, peut-être que remercier pe batata bamba matadi bana comme central beto accompagner le gouverneur Guiban. Batata bamba songololo. Bana ya UDSO, Union pour le développement de Songololo, qui est une structure qui encadre ou qui regroupe toutes les associations de Songololo, de plateformes, excusez-moi, des associations de fondations de Songololo. Songololo qui est le territoire d'origine du gouverneur. Nous voulons vous demander, peut-être que l'homme a beto accompagner, Panya beto, moi na beto, monsieur le gouverneur Guiban. Ba ministre ya ba nommé. Beno ke levé ba ministre ça me nous voit na ba inso, to na ba bureau. Beno fona voit ba ministre ya terrain. Beno retrousser ba marche avec ça beno kubika ba bikuti beno samu beno voanda na terrain. Beto zola ve ko échouer na programme yai. Ce programme yai to régime ya gouverneur Bandu ya ke gouvernement ya espoir. Il y a espoir parce que il faut que membre changer. Et c'est avec ça que nous allons demain parler développement, parler du changement, parler autrement. L'activité qui a cristallisé toutes les attentions au sein de la province du Congo central, c'est bien évidemment l'investiture du nouveau gouverneur, M. Gimbadou, qui a eu à prononcer un discours frappant. Et moi, je ne voudrais pas m'atteler sur tous les contours de son discours, mais je voudrais particulièrement m'apaisantir sur ce qui me concerne en termes de programme ou en termes de champs d'études. Parce que je suis chercheur en droit dans les domaines des carrières, dans les domaines miniers en général, et les discours du docteur du gouverneur m'a frappé énormément. Parce que ce discours-là, c'est un discours poignant qui laisse place à un espoir. Quel est l'espoir? C'est l'espoir d'avoir un secteur dynamique. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le secteur des carrières, c'est un secteur qui entraîne énormément d'argent. Il y a des millions, des milliards, que dis-je, des milliards dans ce secteur. Mais ça a toujours été géré non seulement artisanalement, mais aussi anarchiquement. Et aujourd'hui, nous le voyons. Vous pouvez voir de vous-même, c'est quelque chose de normal, voir des bennes, des transports, des graviers, des véhicules qui se déplacent, qui meuvent comme ils peuvent au sein de la ville de Matadi, et pas seulement au sein de la ville de Matadi, mais partout. Mais qu'en est-il des taxes, des impôts? Qu'en est-il de la régulation de ces domaines-là? Aujourd'hui, il y a énormément de sphères, il y a énormément de gens qui en parlent. Mais moi, je fais partie également de ces gens rares, bien évidemment, parce que étudier le secteur des carrières nécessite à ce que vous puissiez vous abaisser au niveau des gens de carrière qui, entre guillemets, sont généralement des gens laissés à eux-mêmes ou voués à leur triste sort. Et aujourd'hui, nous devons obligatoirement voir d'un autre œil le secteur des carrières. Parce que le secteur des carrières rime avec l'infrastructure. Et aujourd'hui, parmi les choses importantes que doit réaliser le gouverneur, c'est s'assurer à ce qu'il note la province des nouvelles infrastructures. Comment va-t-elle y arriver? Comment doit-on faire pour que nous réussissions à rendre émergent et dynamique le secteur de l'infrastructure et le secteur des carrières? On cherche souvent de l'argent, des millions ailleurs. On cherche dans la rétrocession, on cherche dans le partenaire extérieur, mais in situ, ici chez nous, dans la province, à travers la gestion méticuleuse et ingénieuse des carrières, on peut obtenir énormément. Mais aujourd'hui, nous osons croire à travers ces discours-là, c'est un porteur d'espoir, c'est un discours porteur d'espoir, nous osons croire que nous pouvons nous mettre devant le gouverneur, l'expliquer clairement comment est-ce qu'on peut engranger des millions, des milliards de francs congolais à travers ces secteurs qui vouent à leur triste sort. Aujourd'hui, le secteur des carrières, c'est une entreprise au sein de la société, mais une entreprise qui évolue, comme on le dit souvent, c'est une pétrolière au fait. C'est une pétrolière. Les gens entreprennent dans le secteur des carrières comme ils entrent dans un poulailler. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. La loi numéro 007, moi je l'appelle la loi numéro James Bond, la loi numéro 007 barre 2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel qu'est révisé par la loi numéro 18 barre 001 du 9, je pense décembre 2018,
trace le contour de comment est-ce que doit être géré les questions liées aux mines. Et pas qu'aux mines, aux carrières, parce que le droit minier en soi a un autre volet. Et donc, voir que le gouverneur s'intéresse à ce secteur-là, qui est très prometteur et producteur de revenus, je pense que c'est un espoir pour nous autres chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Et je comprends que le gouverneur, avec l'ensemble de son staff, est une personne très éveillée, dans ce sens qu'il pointe son œil dans un secteur vraiment qui doit générer des recettes. Aujourd'hui, nous devons arrêter de regarder ailleurs, nous devons arrêter d'espérer trop de l'Occident, de l'Orient, nous devons miser sur nous-mêmes. Étant donné que nous avons des hommes forts, des femmes fortes qui travaillent déjà dans le secteur des carrières, pourquoi ne pas scrupuleusement observer ce que prévoit le code minier et au-delà, voir les failles de ces derniers pour faire en sorte que le secteur des carrières puisse véritablement devenir un pilier de changement. Et moi, je pense et je crois que le docteur, le gouverneur doit accorder un espace aux chercheurs, un espace aux scientifiques œuvrant dans ce domaine pour l'expliquer clairement comment nous pouvons arriver à engranger des millions. Et je les salue encore en passant. Je salue tout le monde, tous ceux qui ont été nominés dans des titres ministériels, et nous pensons qu'ils vont bien évoluer, accompagnés bien évidemment des scientifiques qui pourront leur faire que ces secteurs puissent devenir véritablement dynamiques. Merci. Nous remercions l'équipe technique, Christian, Giovanni, madame qui nous a également assisté. Vous allez devoir m'excuser parce que j'ai oublié les noms. Voilà, le Congo central est une province très fructueuse, rentable, pleine de ressources, pleine de vie. Nous pensons que le décollage de cette province aidera le décollage et placera également les décors de l'épanouissement de la République démocratique du Congo, ensemble et aux côtés d'autres provinces de la République. Nos remerciements à notre invité, Maître Emery, et nous souhaitons un propre mandat au gouverneur Dr Guy Bandou et pensons que la première conseillère du gouverneur sera également à ses côtés, ensemble avec le vice-gouverneur qui aussi cheminera ensemble avec le gouverneur Guy Bandou. L'essentiel, c'est l'épanouissement de cette province qui est l'espoir de la République à son niveau, de par son apport. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.